Bonjour et bienvenue sur Algomius. Nous sommes toujours dans l'exploration des possibilités de PostgreSQL et aujourd'hui nous allons nous intéresser aux types que l'utilisateur peut lui-même créer. En effet, on a vu que Postgre vous permet d'avoir plusieurs types pour vos données. Vous avez déjà du varchar, du numérique, le serial qu'on avait aussi vu pour l'auto-incrément et nous allons voir dans les prochaines vidéos qu'il existe aussi plein de types pour les dates. Mais on se retrouve des fois un petit peu limité et c'est pour ça qu'on aimerait peut-être créer nos propres types, comme on le fait dans un langage de programmation objet. Dans un langage de programmation objet, eh bien, ça nous permet par exemple de créer des notions gérées par l'entreprise. En effet, quand vous travaillez en entreprise, vous ne gérez pas forcément des entiers, des chaînes de caractères ou des booléens, mais vous gérez des clients, des fournisseurs, des articles, des numéros, des commandes et ainsi de suite. Et donc la programmation objet vous permet de créer les types dont vous avez besoin qui se rapprochent un petit peu plus des concepts que vous manipulez. Et bien là, Postgre va nous apporter cette fonctionnalité-là aussi. Postgre ne va pas nous limiter au type de base qu'il nous offre, il va nous permettre de créer nos propres types pour ne pas que l'on se retrouve bloqué, et encore une fois, pour qu'on se rapproche au maximum des données qui sont manipulées dans les langages de programmation orientés objets. C'est pour éviter qu'il y ait une conversion à faire systématiquement quand on passe du langage à la base de données. Alors aujourd'hui, on va voir trois choses dans cette vidéo. On va déjà voir le type énumération, qui va reprendre une notion que l'on a déjà vue dans la validation, dans les checks qu'on avait déjà vus. C'est un type qui ne permet qu'un nombre limité de valeurs dans la colonne qui va être désignée par ce type. On va voir ensuite le type composite, qui va être le type qui va se rapprocher le plus de la programmation orientée objet. Sauf qu'effectivement, comme on est en base de données, les types composites ne vont contenir que des attributs et pas de méthodes. Ça n'aurait aucun sens d'avoir des méthodes dans un type qui est fait pour la base de données. Et enfin, on va avoir une dernière partie où on va parler un petit peu d'héritage. C'est une fonctionnalité qui est très intéressante offerte par Postgre, qui va reprendre la notion d'héritage que l'on a retrouvée dans les vidéos du ML, notamment sur le diagramme des classes, on faisait de l'héritage entre deux classes, et cette notion d'héritage, vous l'avez aussi quand vous écrivez en programmation objet, une classe peut hériter d'une autre. Donc ça va être le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, donc on va débuter rapidement avec les énumérations. Alors les énumérations, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans les langages de programmation, et ça permet en fait, quand vous avez un élément qui peut avoir un nombre fini de valeurs, de déclarer toutes ces valeurs, et du coup, l'utilisateur n'a pas le choix, si jamais il veut avoir un élément de ce type-là, il est obligé d'avoir une valeur correcte, donc une valeur qui se trouve dans l'énumération. Donc, l'énumération, c'est finalement pas très compliqué, et ça ressemble énormément à la validation par check que l'on avait fait. On va créer un type, on donne quelles sont les valeurs qui sont possibles pour ce type, et ensuite, au moment où on crée la table, on va créer une colonne qui va avoir ce type-là. On va essayer de voir comment ça marche. Au travers d'un petit exemple, on va prendre l'exemple de la création d'une table log. Alors la log, par exemple, elle va vouloir garder tous les messages d'informations, d'erreurs qu'il y a pu avoir dans notre application. On imagine que c'est une table que l'on remplit avec toutes les anomalies qu'on a constatées, et tous les jours, en fait, cette table est regardée, vidée, le contenu est envoyé par mail à des gens qui doivent s'occuper des erreurs ou de la maintenance, et on recommence comme ça. Donc on va avoir des messages qui vont s'entasser dans cette log, et on aimerait pouvoir trier ces messages en catégories. Soit c'est une info, une information, c'est une information par exemple sur la base de données, voilà, j'ai fait le ménage dans la table, j'ai supprimé 100 lignes. Voilà, c'est pas une erreur, c'est pas un problème, c'est juste une information, voilà où j'en suis dans le rangement. Une alerte, c'est quelque chose qui pourrait être, sur lequel il faut être vigilant, c'est pas forcément une erreur, mais il faut être vigilant. Et j'ai un type fatal qui va me dire là c'est vraiment une erreur, c'est vraiment le bouton rouge, il faut voir rapidement où est le problème et le corriger. Donc pour ça, on va ouvrir Postgre, donc je vais de nouveau utiliser le script, le SQL Shell, que l'on commence à connaître. Le mot de passe, je le rentre, et on va directement se connecter avec /c sur notre base de test que l'on avait mis en place et qui nous a servi d'exemple dans les autres vidéos. Ok, je vais faire un petit peu plus grand. Voilà. Alors, ce que l'on va faire ici, c'est que l'on va créer un enum. Alors on va faire tout simplement, on va faire un create type. Alors là c'est le type de create type. Donc c'est le type. Alors attention, puisque là j'ai le type de message à ne pas inverser ici avec le type.
Le type est un mot-clé SQL. Je vais peut-être écrire en majuscule quels sont les mots-clés SQL. Donc les create type, je vais créer un type parce que c'est un type de données que je veux pouvoir utiliser. Je vais l'appeler MSG. Donc je vais vérifier pour la syntaxe. Cette fois-ci c'est as enum. As est aussi fait partie du SQL. As enum, et derrière je vais spécifier les valeurs. Alors les valeurs que je veux lui donner, c'est info, alerte et fatal. Alors on a info, alerte et erreur fatale. Là, c'est qu'il s'est vraiment passé quelque chose de grave. Donc maintenant, la première étape, c'est de créer ce type. Voilà. J'ai mon create type, et donc en fait, maintenant, je devrais avoir normalement ce type qui est créé, que je vois pas forcément. Non, je pensais le voir, mais non, le describe ne me le donne pas. Il doit y avoir une commande qui doit permettre de le retrouver. Donc, une fois que ce type est créé, eh bien, je vais créer ma table log. Alors, ma table log, hop, create, table log. Donc, je vais créer ma table log, et ma table log, elle va contenir quoi? Elle va contenir un ID qui est un serial. On connaît maintenant, note nulle, primary key. Voilà. Elle va contenir ensuite un texte. Je voudrais qu'elle contienne un texte, donc en fait, ce serait le libellé de la log. Libellé de la log qui est un texte. Voilà. Et ensuite, elle va contenir maintenant le type de message. Et donc, ce que je vais faire simplement, c'est que je vais appeler cette colonne message log. Et elle est du type message, le type en fait que j'ai défini là, lorsque j'ai défini le type. Ici j'ai fait un create type message. Maintenant ce message, une fois qu'il est créé, eh bien je peux l'utiliser. Je peux dire que msglog est une colonne de type message. Ok. Donc alors, ah, j'ai écrit serial. Ok. C'est évidemment serial. Donc j'avais le texte et il me manquait encore le MSG. Voilà, la table est créée. Donc je peux regarder ma table log, à quoi elle ressemble. Voilà, donc vous voyez, j'ai un ID, j'ai un integer, note nulle avec une séquence, j'ai un libellé de log avec un texte et j'ai un type de message. Ok, ça marche. Alors maintenant, comment j'insère des données dans ma base de données? Ben, je vais déjà faire un insert into log. Donc j'insère dans ma table log, dans les colonnes lib log et msg log. Voilà. Et disons que j'ai eu un premier message, donc values, qui contient une erreur de connexion, qui est une erreur fatale. Voilà. Hop. Je vais reprendre ça et je vais créer une deuxième erreur. Donc vous voyez que l'insertion ici c'est bien fait. J'ai par exemple qu'est-ce que je peux avoir déjà? Je peux avoir un utilisateur déjà présent. L'utilisateur déjà présent, c'est pas quelque chose de fatal, mais c'est quand même une alerte. Voilà, l'insertion c'est bien faite. Et je vais avoir quelque chose, je vais faire une info aussi. Qu'est-ce que je pourrais avoir comme info? Allez, je vais mettre simplement que la base de données a été mise à jour. Hein. Base de données mise à jour. Et cette fois-ci, c'est une info. Ok. Donc, vous voyez que là, mes trois lignes ont été insérées. J'ai créé une erreur fatale, une alerte et une info. Maintenant, on voit si jamais je mets quelque chose d'autre. C'est-à-dire qu'à la place du type, je mets quelque chose, je sais pas, quelque chose d'indéfini. Là, vous voyez que PostgreSQL me remonte une erreur. Il me dit que la valeur en entrée est invalide pour le enum message, puisque indéfini n'est pas finalement une chaîne de caractères qui est reconnue dans l'énumération. Et donc,
et PostgreSQL me bloque en me disant que j'essaye de créer une valeur qui n'est pas dans le enum, et donc je bouscule la cohérence de la base des données. Et ça, il ne me laissera pas faire. Il ne me laissera pas rentrer une valeur qui n'est pas dans le enum. Donc il va faire une vérification, exactement comme ce qu'on avait fait avec la commande check, pour voir si si la base de données reste cohérente. Alors, autre chose que l'on peut voir, l'ordre du enum a son importance. C'est-à-dire qu'ici, j'ai mis info, alerte et fatal. Je peux utiliser en fait une énumération dans la clause where, et en fait, on peut considérer que quand on fait un enum, PostgreSQL attribue un rang à chaque élément de l'enum. On pourrait dire par exemple que info a la valeur 0, alerte à la valeur 1, fatal à la valeur 2, et ainsi de suite. Chacun a un rang. Et quand on essaye de faire un ordre sur ces valeurs, en fait, c'est ce rang qui est utilisé. Quand on veut savoir si une valeur est avant l'autre, par exemple, on va se baser sur le rang de l'enum. Alors, qu'est-ce que ça implique? Eh bien, ça implique que je peux écrire quelque chose comme ça. Je peux écrire select étoile from log where msg log, donc c'est ma colonne de type message, est supérieure à info. Alors qu'est-ce que ça va me ramener ça? Eh bien ça va me ramener les alertes et les fatales, puisque supérieur à info, ça veut dire simplement info est le premier terme, donc supérieur à info, c'est tout ce qui vient à sa droite. Et donc en fait, vous voyez que là, ça a un intérêt de faire ça, puisque on peut effectivement dire qu'on monte en degré d'urgence. Info, c'est juste pour info. Alerte, c'est peut-être juste quelque chose de signal, mais c'est peut-être pas très grave. Fatal, on est sûr que c'est grave. Donc là, ça a un intérêt de pouvoir dire, voilà, de pouvoir filtrer en disant, voilà, je veux tout ce qui est au-dessus de info, tout ce qui est plus grave que info, et je vais avoir tous les fatals et toutes les alertes. Ça n'a pas forcément de sens dans toutes les énumérations. On pourrait avoir une énumération de couleurs, je sais pas, bleu, rouge, vert, et ainsi de suite. Et on n'aurait pas forcément de notion d'une couleur qui est supérieure à une autre. Néanmoins, PostgreSQL nous propose cette fonctionnalité, qui est assez sympa dans certains cas à utiliser. Il ne faut pas oublier des fois que par rapport à l'énumération que vous faites, ça n'a peut-être aucun sens de pouvoir trier les éléments de votre énumération. Ok. Donc, autre chose que l'on peut voir au niveau des énumérations, on ne peut pas comparer la valeur de deux énumérations, même si le texte est le même. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, tout simplement, ça veut dire que si jamais je reprends mon exemple, et que je crée une autre énumération, je prends une autre énumération, et je dis par exemple, je vais faire un create type, que je vais appeler commenteur, allez. Je vais l'appeler type commentaire peut-être. Type comment. Et en fait, je vais simplement créer cet enum et je vais lui donner la même info qu'une autre. Alors, as enum, et je vais lui donner. Alors, quel est le type que je peux avoir? Je peux avoir un commentaire a été approuvé, je peux avoir un commentaire qui est en alerte, et je peux avoir un commentaire qui a été rejeté. Par exemple. Voilà. Donc vous voyez, ce que j'ai essayé de faire, c'est que je vais créer un nouveau type qui s'appelle type comment, mais qui a alerte, exactement de la même façon que message avait alerte. Ok. Voilà, je peux faire entrer là-dessus. Et ce que je vais faire, c'est que tout simplement, je vais supprimer ma colonne log, drop table log, voilà, et je vais la recréer tout simplement assez rapidement dans mon éditeur de texte, puisque là, comme ça, je n'aurai pas à la faire systématiquement. Donc idée, c'était un serial not nul primary key, j'avais mon liblog qui était un texte, et j'avais mon msg log qui était
un MSG, et maintenant ce que je vais avoir c'est un comment log qui est de type, alors je ne sais plus comment je l'ai appelé, qui est de type type comment. Voilà. Je vais prendre ça. Ça aussi c'est une particularité, je peux le prendre dans mon éditeur, je le copie-colle et je vais récupérer là. Alors j'ai un problème dans l'iblog. Ah, j'ai oublié une virgule après primary key. Je vais simplement le reprendre pour que ça aille plus vite. Voilà. Donc j'ai créé ma table. Cette fois-ci, elle va avoir un msglog de type message et un common log de type comment. Je vais reprendre les inserts que j'avais fait au-dessus, qui sont ici. Et à chaque fois, je vais rajouter... Donc je vais rajouter ici, donc j'ai le msglog et je vais rajouter le commentaire sur log et je vais à chaque fois lui mettre alerte. Voilà. Ok. Donc là je mets le alerte ici. Donc là j'ai un problème. Pourquoi? Ah oui, parce que j'ai pris le seul qui était faux, bien sûr. Bon, je vais déjà en créer un, base de données mise à jour. Et voilà, et j'ai deux alertes, alerte et alerte. Donc si je fais select étoile from log, je vais récupérer une ligne qui a comme message log alerte et comme log alerte. Et on pourrait se dire que je pourrais faire quelque chose dans ce style-là, c'est-à-dire que je sélectionne toutes les lignes dans la log, where msg log égale comme log. Et là, vous allez me dire, ça va sortir cette ligne, puisque effectivement, je vois bien que les deux sont égales. Et en fait, ce que ça vous dit, tout simplement, c'est que vous avez un problème sur le égal, parce que ce que vous comparez, ce n'est pas les chaînes de caractères qui sont contenues, mais vous comparez des membres d'enum. Et comme les enums ne sont pas les mêmes, en fait, PostgreSQL n'arrive pas à le faire. Alors, comment est-ce qu'on peut le faire quand même? Eh bien, tout simplement, on avait déjà vu les opérateurs de cast, c'est-à-dire que vous prenez la variable de enum et vous la castez en texte. Et c'est-à-dire en fait que au lieu de prendre l'énumération, l'élément d'énumération, on va prendre son texte qui est alerte, et dans le comlog pareil, au lieu de prendre l'énumération, on va prendre le texte qui est alerte et on va comparer les deux textes. Et là cette fois-ci, en comparant les deux textes, on a bien le résultat escompté, on a bien récupéré la ligne où le message log et le comlog ont le même texte. Ok, ça fonctionne. Je vous propose maintenant de parler un petit peu des types composites. Alors un type composite, comme je l'ai dit en introduction, ça va se rapprocher des types que l'on peut créer quand on fait de la programmation orientée objet. Il nous manque un type, eh bien on va le créer pour pouvoir le rendre disponible. Je ne gère pas forcément toujours des chaînes de caractères, des entiers, des booléens. Mon entreprise gère des clients, des fournisseurs, des articles, des commandes. Eh bien je vais créer les types qui correspondent à chacune de ces notions pour pouvoir les manipuler. Donc c'est ce que l'on va faire ici. Alors, nous ce que l'on va faire, c'est qu'on va faire un petit exemple assez simple, on va créer un type qui s'appelle coordonnées, et coordonnées va donc avoir deux doubles, donc c'est-à-dire deux nombres réels, qui vont symboliser l'axe des x, l'axe des y, et donc on aura les coordonnées d'un point en fonction de son x, et de son abscisse et de son ordonnée. Comme pour les énumérations, à partir du moment où le type a été créé, eh bien, on va pouvoir l'utiliser dans la création de table et affecter ce type à une colonne. Et on va voir ensuite comment est-ce qu'on va pouvoir affecter des valeurs à ce type composite. Donc, on va déjà créer ce type coordonnées. Donc, on va faire un create type, je vais l'appeler coordonnées. Coordonnées as, je vais créer en grand à chaque fois, as, alors qu'est-ce qu'on avait pris comme type? X double précision, Y double précision. Ok. Donc X double précision, Y double précision. Et on termine ici avec notre type. Le type a été créé. Super, et maintenant je vais pouvoir l'utiliser. Alors pourquoi je vais l'utiliser? Je vais l'utiliser pour créer un magasin et pour pouvoir géolocaliser un magasin par exemple. Donc je vais faire une create table magasin.
Et qu'est-ce que je vais mettre dans mon magasin? Je vais l'identifier avec un identifiant, serial, nul, primary key, et je vais lui donner donc une position. Et cette position va être donnée va être de type coordonnée, donc le type que j'ai déclaré juste au-dessus. Voilà, donc j'ai le droit de l'utiliser, il a été créé, donc j'ai le droit de l'utiliser. Voilà, j'en suis ici, je termine ma requête et ma table a été créée. Si je fais un /d, un describe sur la table magasin, je vois que ma table a été créée avec un id integer et la séquence qui va avec, et une position qui est de type coordonnée. Ok, maintenant il ne me reste plus qu'à voir comment je peux insérer des données dans ce genre de type. Alors comment est-ce que ça va être fait? On va l'ajouter en fait avec ce qu'on appelle la fonction row, qui va en fait définir une ligne. Et donc cette ligne, je vais lui donner tous les arguments du type composite, enfin toutes les valeurs du type composite, dans l'ordre où j'ai déclaré le type composite. C'est-à-dire que là j'ai déclaré le x d'abord, le y après. Il faut que l'ordre des paramètres que je donne à la fonction row soit également dans le même ordre. Donc d'abord le x et ensuite le y. On va essayer de faire l'insert. Donc je vais faire comme d'habitude, un insert into... alors je vais faire un insert into magasin. J'ai pas besoin de spécifier l'id puisque l'id est un auto-incrément, donc je vais seulement faire la position. Je vais lui mettre des valeurs, et les valeurs en fait c'est quoi? Eh bien la seule valeur position est de type coordonnée, et je sais que coordonnée est en fait un type composite qui va avoir un x et un y. Donc je vais utiliser la fonction row. La fonction row, elle va prendre deux paramètres puisque j'ai x et y, donc je vais d'abord mettre x, et puis ensuite je vais mettre une valeur pour y. Voilà. Et donc si je rentre là-dedans, eh bien je vais simplement avoir select étoile from magasin. Voilà. J'ai un ID et j'ai la position qui est 35, 42. Donc ce que je propose, c'est aussi de mettre d'entrer plusieurs magasins. Ça va nous permettre de faire une sélection, de vous montrer comment on peut aussi utiliser les types composites dans la clause where. Donc là, voilà, juste, hop. On va mettre quelques valeurs. Voilà. On a mis quelques valeurs en position, et maintenant ce que l'on va faire, c'est tout simplement, on va essayer de sélectionner les positions X et les positions Y du magasin de manière indépendante. Je peux effectivement faire, si je fais sélecter position from magasin, comme ça, vous allez voir que je vais récupérer des couples. Mais pour mes calculs, moi ce qui m'intéresse peut-être, c'est d'avoir la valeur de X et la valeur de Y dans des colonnes différentes. En fait, on va arriver à le faire aussi. Il faut simplement dire, voilà, je vais mettre position entre parenthèses, et dans position, je vais récupérer sa valeur x. Et par exemple, et donc si jamais je fais ça, je peux m'arrêter là déjà, je vais récupérer toutes les composantes x. Là, 35, 70, 65, c'est toutes les composantes x de tous les éléments qui se trouvent dans ma base de données. Et donc si jamais j'ai besoin derrière d'afficher aussi les x, eh bien je vais mettre encore le position entre parenthèses, ça c'est important, ça fait partie de la syntaxe, y, et je vais donc avoir deux colonnes x et y, où les deux composantes seront décomposées. Donc voilà, ça marche. Comment ça marche en termes de sélection? Ensuite, ce que l'on peut essayer de faire, on peut aussi essayer de filtrer. Je veux maintenant tous les magasins où x est supérieur à... Allez, on va prendre 40, hein. Comme ça va exclure le premier. On va prendre y et y from magasin, where, et donc là il faut de nouveau que je filtre avec la même syntaxe, where position.x supérieur à 40. Et donc là vous voyez que j'ai plus que les magasins où le x est supérieur à 40. Donc attention encore une fois avec la syntaxe, à chaque fois que vous cherchez dans un type composite, le nom de la colonne doit se retrouver entre parenthèses, point, le composant qui est à l'intérieur. Donc voilà, c'est un peu la syntaxe qu'impose PostgreSQL, mais c'est assez sympa puisqu'en fait on arrive à regrouper des éléments sous le même type et on arrive à y accéder et à retrouver les éléments que l'on cherche. C'est le principal. On va parler d'une dernière chose qui est assez importante dans PostgreSQL,
c'est l'opportunité de créer de l'héritage. Alors l'héritage, c'est quelque chose qu'on avait déjà vu en UML. Je vous le rappelle, quand on avait fait de l'UML, qu'on était parti sur notre diagramme des classes, on avait la possibilité, par exemple, de dire, voilà, j'ai une classe personne, je vais faire un petit peu plus grand, j'ai une classe personne qui possède des attributs, elle a un nom, elle a un prénom, voilà. Ok. Et il se peut que dans mon entreprise, en fait, cette personne soit un client. Donc un client, c'est quoi? C'est une personne particulière. Le client va aussi avoir un nom et un prénom, mais je ne veux pas forcément le réutiliser. Je veux juste dire qu'un client, c'est une personne qui a en plus, par exemple, un type client, pour savoir si c'est un client professionnel ou un client particulier. Et on avait mis en place une relation d'héritage qui disait, voilà, le client est une personne, c'est-à-dire que je partage tous les attributs et toutes les méthodes qui sont dans personne, mais en plus, il a le type client. Et ça, on le retrouve quand on fait de la programmation orientée objet, puisque vous pouvez faire une classe personne et vous pouvez faire une classe client qui hérite de la classe personne. Donc suivant le langage sur lequel vous avez, l'héritage se fait avec deux points ou avec inherits ou avec quelque chose comme ça. Bon. Et puis à un moment, on arrivait à la base de données et on avait toujours du mal à mettre ce genre de représentation dans une base de données. Cette notion d'héritage, on ne l'avait pas tellement comme ça, et on devait faire un peu en sorte d'y aller au chausse-pied pour que les données rentrent quand même de la façon dont on voulait les déclarer. On avait toujours ce problème, si je déclare tous les champs dans une seule table personne, je vais avoir des champs vides quand j'ai pas un client, et ainsi de suite. Toutes ces problématiques, on pouvait les retrouver. Eh bien, PostgreSQL nous propose la possibilité maintenant de créer nous-mêmes l'héritage dans notre base de données. Alors, je vais regarder si j'ai encore quelque chose. Est-ce que si la table personne est encore là? On l'avait créée la dernière fois, sinon je vais la recréer. Ah, on avait créé la table client. Ouais. Bon. On va l'enlever et on va repartir sur quelque chose de propre. En fait, on va simplement dire que, donc on va créer une table personne qui va avoir un identifiant serial, note nulle, primary key. Voilà. Bon, je vais juste lui mettre un nom et un prénom, hein, vous aurez compris l'idée. Ça va être un varchar de 50. Et je vais lui mettre un prénom qui sera aussi un varchar de 50. Ok. Ouais, j'ai pas besoin de beaucoup plus. Donc là, maintenant, j'ai ma table personne qui a été créée. Donc, dans mon UML, ce que j'ai ma table personne, nom, prénom, avec un identifiant. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais créer ma table client. Donc, je vais faire un create table client. Ok. Et je vais rajouter le type client, qui est un varchar de 50. Voilà. C'est juste pour savoir si c'est un client particulier ou un client professionnel s'il représente une entreprise. Là aussi, donc j'ai créé ma table client et avant de fermer, je vais simplement dire inherits et donner la table de laquelle elle hérite, qui est la table personne. Voilà, et donc j'ai créé ma table. Donc je regarde tout simplement, j'ai ma table client qui existe, j'ai ma table personne qui existe, et si je fais une description de ma table client, on va voir que hérite de personne. Ok, donc toutes les informations sont en place. Et vous voyez que quand je regarde la table client, eh bien client a un ID, un nom, un prénom, un type client. Pourtant, c'est pas comme ça que je l'ai déclaré. Moi, j'ai déclaré que un type client, et c'est la seule chose, et j'ai juste dit après qu'il héritait de personne. Et bien vous voyez, quand je regarde la table client, j'ai récupéré toutes les informations qui étaient de personne, et j'ai ajouté en plus le type client, qui est la propriété qui est propre au client. Ok. Donc maintenant, ce que je vous propose de faire, c'est on va insérer des informations dans la base de données. On va insérer des personnes et on va insérer des clients. On va faire par exemple un insert into personne, nom, prénom, et c'est tout. Voilà, on va lui mettre un nom.
Donc value John Smith. Alors qu'est-ce que j'ai oublié? Oui, j'ai mis entre crochets les colonnes, voilà. Donc l'insertion a été faite, et maintenant je vais faire un insert. Alors je vais le reprendre. Hop. Je vais faire maintenant un insert dans client. Donc client, on a vu que client a aussi un nom, un prénom, et a en plus un type client. Et mon type client, alors je ne vais pas rester sur John Smith, je vais pas me changer. Et je vais mettre celui-là est un particulier. Voilà. Et l'insert a été fait. Ok. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Si jamais je fais un select étoile from client, qui va me permettre de voir quels sont les clients dans ma base de données. Je vais avoir Bob Marley qui est un particulier. Ok. Rien de spécial. Si maintenant je regarde les personnes, je fais un select étoile from personne, je vais récupérer John Smith et Bob Marley. Ah mais Bob Marley, moi je l'avais inséré en tant que client. Oui, mais comme un client est une personne, eh bien, Bob Marley est aussi une personne. Et donc, je le retrouve dans les deux tables. Ok. Et si maintenant, la dernière commande, je voulais avoir les personnes qui ne sont rien d'autre que des personnes, c'est-à-dire que je veux des personnes qui ne sont pas des clients, eh bien, j'ai la possibilité de faire un select étoile from only person. Et là, je vais avoir que John Smith, puisque je lui ai demandé de récupérer les gens dans la table personnes qui ne sont que des personnes, qui ne sont pas des clients, qui ne sont pas cette relation d'héritage qui a été utilisée. Et donc en fait, on s'aperçoit qu'au travers de cette relation d'héritage, on arrive finalement à mettre en place tous les éléments que l'on avait en UML. On arrive à avoir une table personne, on arrive à avoir une table client qui hérite de la table personne. Quand on insère un client, eh bien les informations sont aussi dans la table personne. Et donc, on se rapproche de plus en plus de la programmation orientée objet. On n'a plus à bidouiller, on n'a plus à trafiquer les données pour que une relation d'héritage puisse en fait être sauvegardée dans une base de données. On a exactement la même représentation que ce que l'on pourrait faire en UML ou en langage de programmation orientée objet. Ce qui est quand même vraiment bien. Donc voilà pour cette partie du ML, où on a vu encore énormément de choses. Et cette partie a été très intéressante, puisqu'en fait, les éléments vus nous permettent en fait de casser un petit peu la frontière qu'il peut y avoir parfois entre la base de données et la programmation orientée objet. Des fois, en programmation orientée objet, on est un petit peu frustré parce qu'on manipule des concepts, on a de l'héritage, on a plein de choses comme ça, on a des types particuliers, et au moment de les insérer dans la base de données, eh bien, on doit se conformer parfois à des règles un peu rigides de gestion de données. Là, on voit qu'avec Postgre, en fait, on a plein de fonctionnalités qui rapprochent la base de données de la programmation orientée objet. Vous avez le droit maintenant de créer un type composite qui a les mêmes éléments, qui a les éléments dont vous avez besoin. Vous pouvez créer votre propre objet, on pourrait dire. Et avec la relation d'héritage, pareil, ça va enlever une frustration qu'avaient souvent les développeurs, de se dire, tiens, j'ai créé une classe qui en hérite d'une autre, ça marche vraiment bien, mais par contre, au moment de sauvegarder les données, j'ai pas la solution parce que la base de données n'est pas vraiment prévue pour gérer ce genre de choses. Et bien là aussi, on va pouvoir gérer vraiment cette relation d'héritage vraiment parfaitement, exactement comme on le fait dans notre langage, et ça va être beaucoup plus simple en fait de programmer la base de données, de développer la base de données qui va aller avec le programme que l'on gère. Donc, chose assez intéressante dans cette vidéo, on ne va pas s'arrêter là, on va continuer notre exploration, on va toujours aller dans les fonctionnalités un petit peu plus avancées de PostgreSQL, et on va encore voir pas mal de choses, notamment sur le traitement des dates, et sur les traitements de types un petit peu particuliers que peuvent être XML, JSON ou même des tableaux. Donc je vous dis à bientôt pour la suite de l'exploration de PostgreSQL.